Bon, je pense qu'on peut commencer. Je me présente. Je suis Marie Péririn, de l'ambassade de France au Brésil. Je suis ici à Brasilia et je suis aujourd'hui avec Pauline et Flora du Clémy. Donc là, c'est notre deuxième webinaire sur le concours Zéro Cliché. On a un premier webinaire qui a été fait en mars, le 31 mars, et qui est disponible en replay sur YouTube. Vous avez donc dû recevoir le lien YouTube, il me semble. Si tout est bon. De toute façon, si vous avez des questions ou si vous manque des informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail edu-brasilia@diplomatie.gouv.fr. Je vais passer en português, vou passar em português. Então, muito obrigada por estar hoje aqui nesse webinário. Eu vou começar para falar um pouco do contexto do projeto. O projeto, ele propõe trabalhar sobre as questões de estereótipos de gênero, por meio da educação mediática. Esse é um projeto em francês e esse é um projeto realizado pelo Clémy. Eles fazem esse projeto na França. Teve 14 edições, hoje é a 14ª edição e é a primeira vez aqui no Brasil. Então, esse projeto, esse ano, vai ser também um projeto do Clémy em parceria com a Embaixada da França no Brasil. O Clémy, o que é o Clémy? O Clémy é um órgão do Ministério da Educação da França e ele é dedicado à educação mediática e ao desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. E ele ajuda, apoia os professores sobre essas questões. Agora, o concurso tem regras, todas as informações estão no website da embaixada e eu vou disponibilizar para vocês o link. Tá tudo escrito, as regras estão aí com mais detalhe, mas eu vou falar um pouco sobre as regras aqui agora, tá bom? Quem pode participar? Os alunos que podem participar são os alunos do ensino fundamental 2, o collège pour les lycées français. São também os alunos das escolas privadas, das escolas públicas privadas e também o Centro de Língua e as Alianças Francesas. O que os alunos podem fazer e devem fazer? Os alunos têm que fazer um grupo de pelo menos 3 alunos, com um professor que vai coordenar o grupo e não tem restrição de idade. Eles devem fazer uma produção vídeo, pode ser reportagem, pode ser entrevista, programa crônica, o jornal, deve ser uma interação entre os alunos. E também a produção, vocês têm que fazer um roteiro, um texto escrito da produção para a gente, para os júris avaliar as produções, quando vocês disponibilizarem as produções no formulário, tá bom? Agora, o calendário. Já lançamos o projeto, já está acontecendo, a gente está disponibilizando webinários para vocês. Já teve agora o segundo webinário, e até junho, 29 de junho, vocês podem enviar as produções no formulário no website da embaixada. Esse formulário é só mandar as produções, não precisa ser inscrito. Eu vou mandar também para vocês o link, caso vocês ainda não receberam o link, mas já está disponibilizado, já vocês podem entrar para ver o que precisa mandar.
Sobre os prêmios, eu sei que essa é uma questão muito importante também. A gente vai disponibilizar prêmios, terão prêmios para os ganhadores. Os júris vão avaliar as produções, mas por enquanto não vamos revelar os prêmios, revelaremos em breve, tá bom? E a cerimônia vai acontecer, a cerimônia dos prêmios vai acontecer no Goiás, em Goiânia, no Liceu Bilíngue em Goiânia, e isso vai acontecer final de agosto. Esse concurso, porque participar, qual é a motivação? Esse projeto é um projeto muito importante, porque é uma atividade fácil de integrar, nas aulas de francês. É um projeto interdisciplinar, quer dizer que é bem transversal. Você pode ah, fazer uma aula sobre o francês, sobre a produção escrita, sobre a produção oral também. Ele permite também de ver as questões dos pensamentos críticos, falar sobre a igualdade. Então, é um projeto bastante interdisciplinar e interessante para propor para os seus alunos, tá bom? E tem vários material que o Cleme pode disponibilizar para vocês, para ajudarem vocês a, a fazer a aula, para preparar as aulas para os alunos, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui também para acompanhar vocês nesse projeto. Qualquer dúvida, qualquer matéria que vocês, ou recurso que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, é por isso que a gente ficaria muito feliz de vocês participarem dessa primeira edição aqui no Brasil, que é um concurso muito importante, muito interessante também para vocês. E, e eu vou disponibilizar para vocês todas as informações depois do webinário, desse segundo webinário. E agora eu vou deixar a palavra para Pauline et Flora. Je vais laisser la parole maintenant à Pauline et Flora pour présenter un petit peu le reste des matériaux, des ressources que vous pourrez utiliser pour ce concours. Je laisse la parole à Flora. Oui, merci beaucoup. Avec Pauline, on est très enthousiaste aussi d'accompagner justement le concours Zéro Cliché au Brésil. On a pensé deux webinaires vraiment en complémentarité pour vous accompagner le mieux possible dans cette première édition, avec un premier webinaire plutôt axé sur comment on fait une vidéo d'information avec ses élèves, et aujourd'hui plutôt comment on aborde les stéréotypes de genre par l'éducation aux médias et à l'information. Alors avec Pauline, on a tendance à parler un peu vite. Si jamais on va trop vite ou si c'est pas clair, n'hésitez pas à nous couper pour que on reformule et on prenne le temps voilà, de réexpliquer. Euh, voilà. Donc je vais commencer avec la première partie sur voilà, les stéréotypes de genre dans les médias, repérer, comprendre et déconstruire. Ça me paraissait intéressant de revenir d'abord sur quelques définitions que vous pouvez évidemment adapter et rendre un peu plus facile pour vos élèves, mais déjà que pour vous, que ce soit des notions qui soient bien comprises. Quand on parle de stéréotypes, en fait, on parle de représentation simplifiée d'un individu ou d'un groupe social. Ça consiste à attribuer à tous les membres d'un même groupe les mêmes caractéristiques physiques, morales, intellectuelles ou comportementales, sans tenir compte des différences individuelles. Les stéréotypes, ça remplit en fait une fonction cognitive. C'est le cerveau, pour comprendre la complexité du monde, l'abondance d'informations qu'il reçoit, il va classer, catégoriser, essayer de simplifier la réalité pour le rendre le plus compréhensible. Donc les stéréotypes, c'est un mécanisme
assez naturel, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, on peut avoir des stéréotypes forcément négatifs, mais aussi positifs et euh, d'autres plus neutres, hein. Euh, voilà, parfois ils peuvent amener à des généralisations excessives ou inexactes et qui donnent une vision réductrice de la réalité. Euh, alors là, je vous ai pas mis la notion de préjugés, mais voilà, l'étape d'après du stéréotype, ça pourrait être les préjugés qui sont en fait basés sur les stéréotypes, mais une traduction plutôt avec un jugement, comment dire, apporteur d'une charge affective, une réaction souvent défavorable à l'égard des personnes visées. Donc ça se traduit par un ressentiment, une attitude de rejet, de méfiance ou d'hostilité euh, par rapport aux stéréotypes. Et ça peut conduire à des discriminations qui sont en fait la traduction en acte des stéréotypes ou des préjugés par un traitement différencié d'une personne à une autre en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses convictions religieuses ou de son apparence physique. Et les discriminations peuvent amener à des inégalités. En fait, ça désigne une différence mesurable en termes de niveau de vie, de qualité de vie entre individus ou de groupes sociaux. Et ça peut être des inégalités économiques, sociales et culturelles. Et je vous ai mis ce petit schéma en dessous parce que voilà, je le trouve hyper intéressant pour bien comprendre qu'en fait, tout ça c'est lié et que le stéréotype, si à la base on peut penser que c'est un peu anodin, bah en fait ça va renforcer les discriminations, ça va contribuer à des inégalités, les inégalités ça renforce les stéréotypes et en fait voilà c'est un cercle vicieux qui se nourrit. Pour donner quelques exemples, je vais dire des choses un peu bateaux, mais on pense souvent que si on prend le stéréotype que les garçons ils sont plus doués au foot, bah, la discrimination, ça serait que bah, dans les activités sportives, on propose plutôt aux garçons de pratiquer du foot. Et l'inégalité, ça se traduit par une inégalité, c'est que les filles, elles n'ont pas les mêmes opportunités que les garçons de découvrir et de pratiquer le foot. À l'inverse, si on dit que les filles, elles sont plus douées à la danse, dans les activités sportives, on propose plutôt aux filles, on les amène plus naturellement à faire de la danse. Et derrière, c'est les garçons qui n'ont pas les mêmes opportunités que les filles de découvrir cette pratique sportive. Euh, Si on dit que les garçons, ils sont plus doués en maths, bon, ça induit que les filles le sont moins. Euh, du coup, on va plutôt solliciter les garçons pour répondre à des questions en maths que les filles. Et derrière, les filles, elles ont moins l'occasion de s'exprimer, de tester leurs connaissances. Et derrière, on se retrouve avec des filières scientifiques à prédominance masculine avec très peu de représentation féminine. Voilà, on peut prendre le dernier exemple aussi. Les filles ne savent pas diriger. Bon, bah, alors, on imagine, et ça même dans des jeux de rôle ou des jeux, hein, plus souvent des garçons en rôle de chef, en rôle de meneur. Et derrière, bah, il y a beaucoup moins de femmes à des postes de responsabilité. Voilà. Et donc ça, il faut toujours l'avoir gardé en tête avec ce cercle hein, de stéréotypes, discrimination, inégalité qui se nourrit, qui se renforce et qui contribue. Alors, au Clémy, pour aborder les stéréotypes, on aime bien partir des représentations des élèves et de montrer que bah, les stéréotypes, en fait, ça apparaît dès le plus jeune âge et que ça concerne vraiment absolument tout le monde. Donc, bon là, vous avez des collégiens, mais c'est intéressant, si vous aviez des plus petits, de partir de leur propre représentation et de regarder à quoi ils s'intéressent quand ils sont plus petits. Donc, on voit que dans les dessins animés, ça apparaît un peu déjà. Même si il y a du mieux hein, dans les dessins animés un peu plus modernes, mais on en retrouve encore. J'ai essayé de trouver des exemples un peu internationaux, mais si vous derrière vous voulez traiter des stéréotypes avec vos élèves, n'hésitez pas à prendre évidemment leurs références à eux. Donc j'ai par exemple pris l'exemple de Pas de patrouille, où on a quasiment que des personnages masculins. Alors il y en a quand même une qui s'appelle Stella, qui est la petite chienne en haut à gauche bien en rose et un deuxième personnage féminin qui est apparu un peu plus tard, mais je ne saurais pas dire son prénom, qu'on retrouve aussi sur l'image. Et ça, c'est très commun au dessin animé. On va mettre qu'un seul personnage féminin et c'est ce qu'on peut appeler aussi le syndrome de la schtroumpfette, par exemple.
Et souvent, c'est un personnage qui va être un peu moins intéressant, un peu moins visible, et souvent très caractérisé par du rose. Et on le retrouve bien dans le dessin animé aussi en dessous. Blaze, voilà. Bon, alors là, c'est des voitures, donc comment différencier des garçons et des filles quand les personnages sont des voitures? Bon, bah, le rose, ça marche tout de suite. Et à l'inverse, on va avoir des dessins animés qui sont plutôt orientés pour les filles. Donc là, par exemple, l'école des licornes. Et l'exemple est hyper intéressant parce qu'on a exactement l'effet inverse du syndrome de la trompette avec un seul personnage masculin qu'on voit tout à droite et qui cette fois il est avec les cheveux bleus, etc. Donc on prend un peu l'opposé. Dans les jeux vidéo, évidemment, les stéréotypes très présents avec des jeux, les jeux de guerre hein, très orientés pour les garçons, évidemment, ou des jeux, j'ai pas mis trop d'exemples, mais il y a aussi tout ce qui est hypersexualisation des personnages féminins. Sur le sport, je vous ai mis l'exemple de FIFA et qui va être plutôt connoté pour les garçons et de Just Dance plutôt connoté pour les filles. Il y a aussi des jeux de plateau et d'aventure où le principe, bon, je pense par exemple à Zelda ou à Super Mario, on peut se dire que bon, le stéréotype il est un peu moins présent, mais en fait le principe de l'histoire c'est quand même d'aller sauver la princesse dans les deux cas. Donc on voit que le héros masculin qu'il faut aller sauver le personnage féminin. Et ensuite des jeux plutôt de simulation de vie. Donc comme les Sims et Animal Crossing où là c'est vraiment très orienté en général bah, c'est les filles qui vont jouer à ce type de jeu. Euh, Ah, mince, je suis allée un peu vite. Donc, ce que je vous ai pas mis, c'est la publicité, où ça marche aussi très très bien pour repérer les stéréotypes. Avec Pauline, on a fait le choix de pas aller chercher des publicités parce que c'est assez culturel et je pense que c'est très facile de trouver les stéréotypes dans la publicité, mais c'est bien. Enfin, en fait, on voulait pas prendre des exemples trop français et je pense que le mieux, c'est d'aller regarder les pubs au Brésil et d'aller chercher, essayer de repérer les stéréotypes dans les publicités que voilà que vos élèves ont l'habitude de voir. Dans les médias aussi, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, on peut retrouver assez facilement des stéréotypes. Alors là, j'ai fait exprès le parallèle, hein, évidemment. J'ai cherché une émission qui s'appelle Les Maternelles, donc évidemment très axée petite enfance, maternité, etc. Et j'ai cherché une émission sportive sur la chaîne L'Équipe, hein, qui est une chaîne dédiée au sport. Euh, au début, je voulais passer des extraits, mais en fait, je trouve que les captures d'écran parlent assez d'elles-mêmes, hein, pas besoin de passer d'extraits. On a vraiment les codes couleurs qui reviennent avec le rose à gauche, le bleu à droite, un plateau quasiment exclusivement féminin avec un seul homme à gauche et un plateau totalement masculin à droite. Et donc là, on voit bien les stéréotypes le sport, ça serait plutôt pour les garçons et tout ce qui concerne les enfants, la maternité, ça serait plutôt pour une affaire de femmes. Donc voilà, même s'il y a des efforts qui sont faits à la télé, on peut toujours retrouver des stéréotypes. Il y a bien sûr de plus en plus de contre-exemples et c'est évidemment une bonne chose. Donc en dessin animé, on peut retrouver Bluey par exemple et l'autre dessin animé à côté, mais Pauline vous en parlerait mieux que moi parce que ses enfants regardent. Ça va aussi sur les émissions de séries, hein. Donc il y a par exemple Sex Education et des jeux vidéo. Donc là je vous ai mis le Life is Strange par exemple, où on incarne un personnage féminin et en plus il y a une relation entre deux femmes, etc. Donc là on est vraiment à l'opposé des stéréotypes. Un petit focus sur les études de l'ARCOM, donc quasiment chaque année ou une année sur deux, l'ARCOM sort des rapports sur la représentation des femmes dans l'audiovisuel. Et donc là, il y en a un qui vient de sortir en mars dernier. Donc le rapport, il nous dit que il y a 39% de présence de femmes dans les programmes d'information. Alors ça, c'est un rapport qui se euh, concentre vraiment sur les programmes d'information. Parfois, c'est des rapports plus généraux sur tous les médias. Là, c'est vraiment sur l'information. Il y a 27% de femmes politiques, donc elles restent quand même minoritaires. 28% de femmes expertes, donc là aussi assez minoritaire. Et la parité reste marginale avec 8%. Nous, on aime bien s'appuyer sur des rapports pour partir de chiffres concrets et puis pour montrer vraiment comment ça se traduit dans les médias.
Donc ça, c'est un rapport qui se base évidemment sur la représentation en France. C'est bien d'aller chercher peut-être, il doit y avoir l'équivalent au Brésil. Vous pouvez vous appuyer sur les chiffres, voilà, pour le Brésil, pour montrer la représentation des femmes dans les médias. Et il y a aussi un exercice qui peut être fait avec vos élèves, c'est de prendre un extrait média et simplement de demander à vos élèves, bah, qui est-ce qu'on voit, combien il y a de femmes, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'elles prennent la parole, est-ce qu'elles prennent la parole autant que les hommes, et quel statut elles ont, est-ce qu'elles ont un statut de femmes d'expertes ou seulement de juste témoignage dans la rue ou présentatrice. Ça permet déjà en général de pouvoir interroger les représentations médiatiques. Ensuite, on voulait faire un petit focus sur les réseaux sociaux et le fait qu'il y a un danger plus spécifique pour les jeunes filles. Ça, c'est un rapport de l'ANSES qui nous le dit. Donc, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, c'est une enquête qui a duré 5 ans et qui vient d'être publiée en 2026 et qui met en valeur que les effets néfastes des usages des réseaux sociaux sur la santé d'adolescents de 11 à 17 ans, ça touche plus particulièrement les filles et que ça touche... déjà, ça montre qu'elles sont surtout présentes sur les réseaux sociaux qui touchent à l'image, dans le partage de l'image, dans la mise en scène de soi. Et derrière, elles vont subir davantage de pression sociale liée aux stéréotypes de genre et elles sont souvent plus cyberharcelées que les garçons. Un petit focus sur l'intelligence artificielle parce que maintenant c'est un petit peu difficile de passer à côté avec les biais des IA, hein, tout simplement. Quand vous faites un prompt et que vous demandez à une IA de vous représenter, alors en français c'est assez genré dans la façon de le dire, mais en anglais ça l'est moins. Donc là par exemple un chirurgien, il sort par défaut des hommes, et quand on demande une secrétaire, ça sort par défaut des femmes. Il y a un autre exercice qu'on peut, pour pallier au fait que la langue elle soit de fait genrée, on peut prendre un prompt et simplement demander de nous représenter un bloc opératoire à une IA. Et là, on va voir que si vous demandez ça à une IA, ils vont placer d'office les chirurgiens en hommes, les infirmières en femmes, etc. Et donc ça peut être aussi un exercice à faire à vos élèves d'aller interroger les biais que les IA peuvent avoir. Avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, il y a aussi l'émergence de ce qu'on appelle les deepfakes. Donc les deepfakes, c'est une concentration de deep learning et de fake, et ça désigne des contenus et des visuels falsifiés grâce à l'intelligence artificielle et qui sont ultra réalistes. Et ça, il y en a de plus en plus. Donc là, je vous ai mis un exemple assez récent qu'on a eu en France. Donc c'est Sophie Adno, qui est une spationaute qui est en ce moment même en mission dans l'espace. Et donc, en fait, on pourrait dire, bah, c'est super, il y a une femme astronaute, elle va servir d'exemple, etc. Et en fait, derrière, il y a des deepfakes qui circulent d'elle, qui la montrent en train de faire la vaisselle et qui est en plus accompagnée d'une légende qui dit la française Sophie Anneau prend petit à petit ses marques pendant que le reste de l'équipe Crew 12 s'active à leurs travaux scientifiques. Donc au premier plan, on la voit elle faire la vaisselle et derrière, on voit ses collègues masculins au travail, à des travaux scientifiques. Donc là, on est en plein dans les stéréotypes et en plus, c'est complètement détourné avec des images fausses et trafiqué par l'intelligence artificielle. Donc ça, si on voit, c'est des contenus qui circulent en ligne en ce moment à l'égard des femmes. En continuant sur les deepfakes, il y a un autre problème qui sont rencontrés, c'est le côté, le côté pornographique. Il y a une étude, une recherche de State of Deepfake de Security Hero qui est sortie en 2023, donc elle est même déjà un petit peu dépassée, mais qui montrait que 90% des deepfakes produits en ligne sont à caractère pornographique et que 99% des personnes ciblées sont des femmes. Donc voilà, ça peut être important d'accompagner aussi les élèves à ce que c'est qu'un deepfake, les problématiques que ça engendre et comprendre les problématiques. Et puis en plus, il y a des applications qui font exprès ce qu'on peut appeler la nidification. Et on a le cas de Grok, par exemple, hein,
qui a complètement dénudé des milliers d'images de femmes. Donc, le principe, c'était de prendre des images ou des selfies de femmes qui sont habillées et l'intelligence artificielle les dénude et ensuite les font circuler en ligne. Euh, et ça, on a vu ça, il y a eu l'ONG Forensics, pardon, qui a quantifié ce phénomène entre le 25 décembre et le 1er janvier 2026 sur un échantillon de 20 000 images générées par Grok. Il y en avait 53% qui étaient des deepfakes très peu habillés, donc 80% concernaient des femmes. Et en plus de ça, 2% des images concernaient des mineurs. Euh, alors, une autre trend sur l'intelligence artificielle en ce moment qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est possible que vous l'ayez aussi au Brésil, mais normalement, il y a un peu tous les pays qui ont vu cette horreur un petit peu arriver sur les réseaux sociaux. C'est la trend des fruits anthropomorphisés. Et donc, en France, il y a eu carrément une série qui a été faite par un compte TikTok qui s'appelle L'île de la Skibidi Tentafruit, qui reprend les codes de la télé-réalité inspirée de l'île de la Tentation. Et donc, on voit des personnages. En fait, on retrouve évidemment les mêmes problèmes que dans la télé-réalité, mais là, en plus, c'est généré par IA. Donc, les femmes hypersexualisées, la culture du clash, les hommes virils, etc. Et puis, le côté ils ont pris, etc. Qui revient. Et je voulais vous passer une autre vidéo qui montre un peu l'ampleur de ce phénomène, même en dehors de ce compte sur cette télé-réalité-là, avec des vidéos qui font pas partie d'une série, mais enfin, je vous laisse découvrir la vidéo si j'arrive à la lire. Une femme cerise qui délaisse son mari pour un ananas fortuné et musclé, un chocolato qualifié de méchant sans papier, ou encore un homme poire portant un t-shirt floqué Bardella. Ça, c'est la nouvelle tendance qui sature TikTok. Des sketchs de fruits et légumes générés par IA. Ces vidéos surconsommées par les jeunes utilisateurs sont appelées brain rot, littéralement pourriture cérébrale. Mais derrière cette esthétique colorée, ces dessins animés multiplient les clichés sexistes et récoltent des millions de vues. Les histoires sont simples, courtes, s'ouvrent sur des scènes d'humiliation ou de cris et s'achèvent sur l'annonce d'une suite bientôt disponible. Le concept est aussi décliné en parodie d'émissions de télé-réalité comme Fruit Love Island ou l'île de la Skibidi Tentafruit. Et tous ces dialogues puisent dans le lexique des adolescents. On y retrouve des termes comme Doro, issus du Bambara parlé au Mali pour désigner les relations sexuelles, ou encore Tana, une insulte dénigrante C'est parfois empreint de préjugés racistes. Des personnages appelés chocolato y sont quasi systématiquement réduits à leur musculature et leur vie sexuelle active. Les profils racistes sont aussi parfois moqués, comme cet homme poire bedonnant qui se plaint des foutus chocolatos qui piquent tout le boulot avant de se faire quitter par sa femme. Les utilisateurs consomment en masse ces vidéos. Ils aiment et commentent, soit pour critiquer, soit pour demander la suite. Un cocktail parfait pour l'algorithme, mais qui banalise des discours masculinistes, d'après Mathieu Collin, directeur scientifique à l'UNESCO. C'est tout l'objectif de ce type de production-là, c'est de brouiller les frontières entre l'humour, entre la fiction et entre l'idéologie, parce que c'est comme ça, en fait, justement, que ces contenus-là continuent de circuler et ne sont pas ciblés par la modération. L'AFP a pu interroger l'un des créateurs de ces vidéos, un étudiant qui tient à rester anonyme et qui dit surfer sur la tendance pour gagner de l'argent. Il rejette toute visée idéologique, qualifiant ces vidéos de caricatures destinées à faire réagir les gens. Au-delà de la monétisation directe, la plupart de ces créateurs proposent des formations en ligne pour apprendre à réaliser ces vidéos allant de 40 à 150 € ou des vidéos personnalisées. Et la viralité est telle que des partenariats commerciaux font leur apparition. Des comptes insèrent désormais dans leur scénario des placements pour des cosmétiques, des cigarettes électroniques ou des compléments alimentaires. Sollicité par l'AFP, TikTok indique que ces règles interdisent les contenus promouvant la haine et les idéologies nuisibles. La plateforme indique que cette modération s'applique à tout type de format, qu'il soit humoristique, fictif ou généré par intelligence artificielle. Voilà. Et donc, voilà, c'était aussi pour faire la transition avec les discours masculinistes qui sont un sujet Une femme qui est une préoccupation un peu mondiale en ce moment. En France, en tout cas, on commence à se saisir aussi de la question. Donc, je vous ai mis un peu une petite définition. Je vais pas y passer trop de temps, mais ça serait si vous avez envie
travaillez sur cette notion-là de masculinisme, hein, de montée du masculinisme aussi avec vos élèves, euh, bah, c'est intéressant pour toutes les conséquences qu'on vient de dire et aussi parce que ça se base sur des stéréotypes, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est ça qui nourrit les discours masculinistes. Donc, une petite définition, c'est oui, que les masculinistes, voilà, ils produisent et diffusent des contenus destinés aux hommes et aux garçons, en passant par différentes thématiques, hein. Donc souvent, c'est le travail du corps, on l'a vu sur la musculation, le sport, la nutrition, le développement personnel, la séduction, l'investissement et l'entrepreneuriat. La séduction, ça marche très très bien parce que souvent les ados, ils veulent savoir comment séduire, etc. Donc ils vont chercher de l'information et en fait ils vont tomber sur des contenus masculinistes qui vont promouvoir la haine des femmes. Et souvent derrière les vidéos masculinistes, ils ont pour but de vendre du coaching, hein, des formations en séduction, etc. Et ça s'appuie évidemment sur des discours misogynes. Et puis, il y a un rapport aussi de l'ONG Common Sense, hein, qui démontre que 69% des jeunes garçons régulièrement en ligne, ils sont exposés à des contenus problématiques sur la masculinité. Donc, c'est un phénomène important, quoi. C'est pas marginal. Et c'est pour ça que c'est aussi important de le prendre en compte. Et puis, voilà, c'est aussi un débat qui a été remis un peu sur le devant de la scène avec la série Adolescence, qui montre justement un cas de d'un jeune adolescent qui tombe sur des contenus masculinistes et qui ensuite, il y a le passage à l'acte aussi, hein, qui se traduit par un meurtre, hein. Donc voilà, on peut voir qu'il peut y avoir des conséquences très graves. Donc je vous ai fait un petit peu le tour, bon assez vite, hein, parce qu'on est sur un webinaire assez court, mais de toutes les thématiques qu'on peut aborder en EAMI sur l'égalité filles-garçons. Euh, pour montrer que voilà, l'éducation aux médias et à l'information, bah, ça offre aux élèves des clés de lecture pour analyser et comprendre les mécanismes de production et de diffusion des stéréotypes de genre dans les médias. Et donc, je vous ai mis plusieurs entrées en EMI, hein. Donc, ça passe par comprendre les choix éditoriaux, la hiérarchie de l'information, le traitement de l'information, les angles, distinguer faits et opinions, comprendre la circulation des contenus avec les logiques algorithmiques. Je suis passée très vite, mais par exemple, sur les contenus masculinistes, ça marche aussi parce que ça le dit un petit peu dans la vidéo, mais qu'on y adhère ou non, ça suscite des réactions, on va avoir envie de partager, de commenter, et ça fait remonter dans l'algorithme. Et donc, derrière, il y a aussi des enjeux économiques. Et puis, ça permet aussi aux élèves de disposer d'outils contre les désordres de l'information, hein, ce qu'on appelle fake news plus généralement. Et voilà, donc tout ça, si on veut, donc ces entrées EAMI, si on veut les prendre du côté de l'égalité filles-garçons, voilà, ça permet d'interroger la parité dans les médias, d'interroger le temps de parole des femmes, de repérer les stéréotypes, d'interroger et d'analyser les discours sexistes et masculinistes en ligne. Et puis, je vous ai mis à côté cette citation de Laurence Corroy, hein, qui est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, qui dit: l'éducation aux médias apparaît comme une réponse adaptée pour lutter efficacement contre les discours discriminants quand elle allie et propose une prise de distance critique vis-à-vis des messages médiatiques avec des programmes qui incitent les élèves à créer eux-mêmes des médias et des contenus où des opinions divergentes peuvent s'exprimer. J'aime bien cette définition de Laurence Courroy parce que je trouve qu'elle représente exactement ce qu'on propose avec le concours Zéro Cliché, c'est-à-dire de donner la parole aux élèves, de les laisser s'exprimer et par un média aussi, le fait de produire un média, d'aller déconstruire les stéréotypes. Voilà, et là, je laisse la parole à Pauline pour la suite. Ah, Pauline, moi, je t'entends pas. On t'entend pas, Pauline. Ça marchait tout à l'heure. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, Ouais. voilà, donc ça c'est quand j'essaye de brancher le micro Rode, ça ne marche pas.
Voilà, donc c'est bon, je suis revenue, il n'y a pas de souci, vous m'entendez, c'est parfait. On va pouvoir se lancer maintenant dans des présentations de séquences pédagogiques. Donc, on a eu tous ces apports théoriques et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je vais vous présenter 2 exemples de séquences pédagogiques, une assez rapidement, une sur laquelle on va prendre un peu plus de temps parce qu'il nous reste finalement que 20 minutes. Donc, vous serez libérés à 19h comme à 19h, 14h chez vous, comme prévu. Alors, pour commencer, donc la première séquence qu'on va vous montrer, c'est une fiche pédagogique que nous avons réalisée au Clémy il y a quelques années en collaboration avec l'ARCOM. Alors, d'après les recherches que j'ai faites sur Internet, l'ARCOM en France, c'est un régulateur des médias. Ça pourrait être l'équivalent au Brésil de l'ANCINE, ANCINE. Donc, c'est une agence gouvernementale qui s'assure du respect notamment de la parité, que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit en politique, du respect de la loi dans les médias, en fait. Et donc, avec l'ARCOM, on a travaillé à ces séquences pédagogiques pour montrer, notamment celle que je vais vous présenter, l'évolution de l'égalité du traitement médiatique entre le sport féminin et le sport masculin à la télévision. Donc pour ça, en fait, l'idée de cette séance qui dure 3h30 et qui est divisée, donc c'est une séquence de 3 séances. Il y en a une première au cours de laquelle les élèves vont commencer par définir ce que sont les stéréotypes de genre à partir d'un exemple et en regardant des séquences d'interviews sportives. Puis avec les extraits proposés, de voir après l'évolution avec une séquence plus récente. Donc on va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, alors, c'est une vidéo que je ne vais pas vous montrer parce qu'on va s'attarder un peu plus sur la séance suivante sur laquelle il y aura également des vidéos à regarder. Et on va perdre trop de temps sinon à les regarder. Mais en fait, l'ensemble des choses à voir est présente sur cette image. C'est-à-dire que là, nous sommes en 1981 dans une émission qui s'appelle Stade 2, qui est une émission en France de sport, une émission d'actualité sportive. Et qu'on évoque lors de cette émission le judo féminin. Donc, vous voyez un plateau composé de... Alors, oui, alors pour les vidéos, effectivement, donc je vois quelqu'un qui met dans le chat, envoyez-les. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on enverra à Marie le PowerPoint sur lequel il y a les vidéos et vous pourrez les regarder par la suite chez vous, sans souci. Donc, on a sur ce plateau, on a 7 personnes qui sont tous des hommes. Qui rigole très fort du judo féminin. Donc, pour le contexte de l'actualité, c'est Jocelyne Tribadou qui vient de gagner la Coupe du Monde de judo, de remporter le championnat du monde de judo. Donc, une Française championne du monde de judo. Et les réactions sont extrêmement déplacées. On parle de crépage de chignon, on parle de mots extrêmement dépréciateurs, on parle de la beauté du sport, de la dépréciation du judo puisqu'il est pratiqué par les femmes, de la dépréciation du corps des femmes. Tout ça, on l'entend dans les commentaires de ces messieurs. Et ensuite, sur la slide suivante, donc, vous avez l'interview qui a suivi, faite par un journaliste sportif, qui interviewe Jocelyne Triadou au sujet de son parcours et de son nouveau titre. Mais en fait, la totalité des questions qui vous sont ici écrites à côté de la vidéo. Donc, est-ce que vous pensez que la femme a besoin de se retrouver sur un tatami et de se battre? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour une championne se présente et n'ait plus tout à fait l'aspect féminin qu'on souhaite garder dans le sport, puisqu'évidemment, quand on fait du sport, le corps n'est plus féminin, bien sûr. Beaucoup de femmes sont dans l'insécurité. Est-ce que le judo va leur servir à pouvoir se défendre elles-mêmes contre des agressions extérieures et que c'est en fait pour ça, évidemment, qu'on va faire un sport de combat, pas comme les hommes qui font ça par amour de l'art martial. Est-ce que les femmes maintenant jouent au foot, jouent au rugby, font des compétitions de rugby et maintenant des sports de combat? Mais que va-t-il rester aux hommes puisque si les femmes sont partout, les hommes vont se retrouver dépossédés? Donc ça, c'est les questions, des vraies questions qui ont vraiment été posées en 1981 à cette championne de judo. Et donc l'idée avec les élèves, ça va être d'analyser ces questions, d'analyser le champ sémantique utilisé, d'analyser les questions et de repérer les stéréotypes qu'on va retrouver dans ces questions-là. Et ensuite, on va aller, donc là, merci, voilà, sur une autre situation en 2018. Donc en 2018, on a une autre championne française de judo, Clarisse Agbenenou, qui est triple championne du monde, triple championne de France, triple championne d'Europe de judo.
Et là, on a un changement complet de contexte. Donc, les 2 journalistes sont toujours des hommes, mais on a quand même globalement un peu plus de femmes journalistes sportives en France de nos jours. Mais quand on regarde les questions, on a est-ce que vous avez déjà revu les images de votre victoire? Ensuite, est-ce que vous n'avez pas douté à ce moment-là? Vous avez à peine 25 ans et un palmarès incroyable. C'est le plus beau palmarès de l'histoire des judokas bleus, hommes comme femmes. Donc, on voit que là, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une mentalité de grande championne. Vous avez quasiment tous les titres. Est-ce que vous pensez déjà au JO de 2020, alors olympique à Tokyo? Donc, à savoir qu'elle est revenue également en 2024 et que peut-être qu'elle sera toujours là en 2028. Je ne sais plus, j'ai pas suivi. Mais on voit en fait ce changement complet de champ sémantique. C'est-à-dire que cette judokate-là, quand elle est reçue sur ce plateau, 35 ans après la première vidéo, on a complètement changé la façon d'aborder la chose. Le fait qu'elle soit une femme n'est pas abordé. On parle d'elle comme d'une championne, on parle d'elle comme d'une judokate avec une carrière incroyable et avec un palmarès incroyable. Et donc, c'est cette évolution-là qu'on essaye de montrer aux élèves en essayant de déconstruire ces stéréotypes et en expliquant que c'est en changeant le rapport médiatique à la sportive, à la figure de la sportive, qu'on change aussi le regard de la société sur les sportives. Et que parce que des femmes comme Jocelyne Triadou, comme Clarisse Agbenegno sont maintenant, ont forcé la porte et sont venues, parce que Jocelyne Triadou est passée il y a 35 ans, c'est plus facile pour Clarisse Agbenegno maintenant. C'est plus facile pour une petite fille maintenant de dire je veux faire du judo. Parce que c'est rentré dans les mœurs, parce que les médias ont changé leur façon d'appréhender les choses. Et ça, c'est des choses qu'on peut essayer de voir avec les élèves. Vous pouvez retrouver évidemment cette séquence pédagogique sur le site du Clémy. Vous aurez évidemment les liens quand on vous enverra le PowerPoint et qui sera un peu plus détaillé. On va passer ensuite à une autre séance, une séance sur la gymnastique rythmique. Donc la gymnastique rythmique, à savoir que c'est le dernier sport unisexe présenté aux Jeux Olympiques. Tous les autres sports ont des compétitions féminines et des compétitions masculines. La gymnastique rythmique reste le dernier sport à n'avoir au JO et dans les compétitions internationales en général que des représentations féminines. Donc, l'idée de cette séance, les objectifs, ça va être de déconstruire les représentations des élèves, les représentations que les élèves portent eux-mêmes sur le sport et sur les pratiques genrées. Ça, c'est un sport de filles, ça, c'est un sport de garçons. On va essayer de déconstruire tout ça. De participer à la réalisation d'une production médiatique. Donc là, on est complètement dans les objectifs du concours, en prenant en compte les règles de l'écriture journalistique. Donc là, les liens sont à faire avec le premier webinaire qu'on vous a présenté le mois dernier. Et d'identifier les rôles joués par les médias dans les débats de société. Le fait que, parce que les médias vont médiatiser certains faits, on va pouvoir en parler, on va pouvoir avancer sur ces causes-là. Élèves. Donc, dans un premier temps, on ne parle pas encore vraiment du sport ou de la gymnastique rythmique. L'idée, ça va être de leur donner ces 2 séries de cartes principales. Donc, sur les cartes en vert foncé, les petites cartes en vert foncé, vous avez des compétences, des caractéristiques de sport qui sont mises. Et de l'autre côté, sur les petites cartes vert clair, vous avez des noms de sport. Donc, dans un premier temps, on leur donne uniquement ces 18 cartes. 9 cartes d'un côté, 9 cartes de l'autre. On le donne aux élèves et chaque élève doit associer une qualité, une compétence avec un sport. Dans un second temps, on lui donne une carte féminin, une carte masculin, et chacune de ces petits couples de cartes, il doit le mettre sur le côté féminin ou sur le côté masculin. Sans jugement, voilà. Donc, on commence par faire ça. Et on essaye ensuite, donc là, c'est pour vraiment pouvoir montrer aux élèves, voilà, vous avez donc des représentations. Vous pensez que le football est un sport de garçons et que par contre la danse est un sport de filles. Et ensuite, on va leur montrer le jeu de cartes suivant. On a un 4e jeu de cartes qui rentre en piste. Slide suivante, s'il te plaît, Flora. Donc, sur ces cartes-là, on a des exemples de sportifs, mais qui pratiquent un sport associé à l'autre genre que associé traditionnellement. Donc, on a Léon Marchand, champion du monde de natation. On a une capitaine de l'équipe de France de rugby, une capitaine de l'équipe de France de football et de handball. On a un danseur étoile, un champion de voltige équestre et un gymnaste français. Donc, on y reviendra après. On retrouve notre championne du monde olympique de judo. Voilà, donc on a ces différents sports qui sont représentés et l'idée, c'est de faire après une mise en commun et de confronter les élèves
à ces cartes et à ces grandes figures d'athlètes pour leur montrer qu'en fait, les représentations qu'ils ont sont issues du fait que les sports dans l'autre sexe sont sous-représentés. C'est-à-dire que du foot féminin à la télévision, en tout cas en France, on en voit très peu, c'est très compliqué. Il y a des choses qui sont mises en place et maintenant on essaye de forcer un peu les chaînes de télévision à en diffuser pour que ce soit aussi médiatisé, que ça devienne aussi médiatisé et qu'on puisse contrer un peu ces stéréotypes. Et donc pour leur montrer voilà, que cette vision des sports est biaisée par le monde qui les entoure, par les publicités qu'ils voient, par les séries qu'ils voient, par les sports qu'ils regardent à la télé. Ensuite, on va se concentrer donc sur ce cas particulier de la gymnastique rythmique. Et pour ça, on va regarder une vidéo, un petit reportage sur ce personnage, cette personne, donc cet athlète, Peterson Seus, qui est un homme pratiquant la gymnastique rythmique. Donc, le sport qui n'est pas représenté aux Jeux Olympiques pour les hommes. L'idée, et là, on va faire du lien avec le premier webinaire que nous avons fait, ça va être déjà avec les élèves pour pouvoir repérer les éléments de construction d'un reportage, de pouvoir repérer les 5 W. Le qui, le quoi, le où, le pourquoi, le comment. Pour développer un peu plus ces notions-là, je vous invite donc à regarder le replay du webinaire de la dernière fois. Donc, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le faire. On va regarder le reportage là tous ensemble. Donc, on va essayer de voir de quoi parle le reportage, qui est Peterson Seus, quel sport est-ce qu'il pratique. Donc là, on est sur le qui. Dans quelle région, pays est-ce qu'il pratique son sport? On est sur le où. Depuis combien de temps il pratique ce sport et quel est le problème aujourd'hui? Le quand. Pourquoi la catégorie masculine de gymnastique rythmique n'est pas inscrite au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce reportage? Quelles sont les conséquences de cette décision pour Peterson Seus? Et quelles sont les qualités importantes pour ce sport? Et quel est le problème de ces caractéristiques aujourd'hui pour pouvoir valoriser ce sport également pour les hommes? Donc, Flora, c'est toi qui... Ouais, vas-y, je te laisse lancer la vidéo. Pour moi, c'est vraiment une armure d'avoir un juste quoi. Dire que les strass ou les paillettes, c'est pour les filles, ça met juste les gens dans des cases. La compétence n'a absolument rien à voir avec le sexe. Si j'étais une fille, je serais sportive de haut niveau en gymnastique rythmique, mais comme je suis un garçon, j'y ai pas le droit. J'ai commencé la gymnastique rythmique quand j'avais 11 ans. C'est un sport qui combine à la fois la danse, le cirque et la gymnastique, et c'est une discipline qui se pratique aux Jeux Olympiques, mais uniquement pour les femmes. En France, lorsqu'un garçon souhaite pratiquer de la gymnastique rythmique, lorsqu'il veut faire de la compétition, il peut uniquement dans les catégories féminines, parce qu'il n'existe pas de catégorie masculine. Tout ce qui est haut niveau, les portes sont totalement fermées. Mon parcours sportif n'est pas du tout celui d'un sportif de haut niveau. Le sport constitue en fait leur activité première, donc ils ont 25-35 heures de sport par semaine. Je m'entraîne à peu près 10 à 12 heures par semaine. Moi, je dois m'adapter à mes cours et tout ce qu'il y a autour. Je ne gagne pas d'argent par la gymnastique rythmique, non. J'en paye. Beaucoup. La compétence n'a absolument rien à voir avec le sexe. Absolument rien. Je pense pas que ce soit juste de considérer que tous les hommes sont moins souples, moins gracieux. Je pense que c'est surtout une question de cerveau et de mentalité, de la manière dont on appréhende les choses, la manière dont on est motivé. Je pense que c'est surtout ça le premier facteur de succès. Pardon, mais maintenant je suis un peu hypnotisé. Au départ, j'ai découvert la GR de manière très anodine. J'ai pas du tout fait exprès. Et bah, il s'est passé ce qui se passe maintenant. J'ai été envoûté et du coup, de pouvoir s'évader dans un monde qui certes est pas réel, mais c'est trop beau quoi. Que je regarde des filles ou des garçons, ça m'est jamais passé par l'esprit, sauf à partir du moment où les autres me l'ont fait comprendre. Mais jusque-là, juste avant, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout... voilà, on s'en fout un peu. Enfin, c'est juste joli, quoi. C'est tout. Dire que les strass ou les paillettes, c'est pour les filles, ça met juste les gens dans des cases et ça les empêche de pouvoir s'exprimer comme ils pourraient réellement le faire si on les forçait pas à se comporter d'une manière ou d'une autre.
La grande particularité de la majorité de ces justes corps, c'est que c'est moi qui les ai faits. Pour moi, c'est un peu comme des armures. C'est un peu le truc qui permet, d'un point de vue psychologique, de se sentir fort. Et à la fois d'un point de vue technique, parce que un mauvais juste corps peut briser une composition, une chorégraphie. 1, 2, on change doucement. 1, vers l'avant les deux mains. On met les deux pieds. Ça fait depuis le début de l'année scolaire que je donne des cours pour garçons, pour permettre aux garçons de vraiment s'intéresser à la GR dans la mesure où on la présente comme une discipline uniquement féminine. Tout en haut, tout en haut. Il n'y a pas de réelle différence dans la manière dont j'apprends la discipline parce que c'est les mêmes éléments. Par contre, ça permet à des garçons de pouvoir se réunir ensemble autour d'une même discipline qui est la GR et de pouvoir être aussi accompagnés des filles qui sont à côté. C'est pas vraiment un sport pour les filles, c'est juste que les garçons trouvent ça que c'est un sport pour les filles, mais c'est un sport pour les deux. Ce qui me plaît le plus, c'est que quand je réussis quelque chose, j'ai un sentiment vraiment fort, quoi. J'ai un sentiment qui vient d'un coup et je me sens satisfaite de ce que je viens de faire. On va attendre. Combien de temps? 5 minutes. On va souffrir. Oh, il était vraiment obligé de nous coller cet exercice alors qu'on passe sur internet. On dirait qu'il a fait froid. J'adore la GR parce que c'est un sport qui permet à la fois d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur sans avoir honte, mais c'est aussi un sport qui nous force à être résilient, exigeant. C'est un bon moyen de se comprendre et de développer un bon sang-froid aussi. Quand je vois des enfants qui, par exemple, à la journée des associations, s'intéressent à la gym, mais que les parents ne les laissent pas parce qu'ils voient les strass, les justes corps, etc., ça me fait un petit peu mal au cœur. Donc c'est vrai qu'il faut pousser, mais il faut que plus de monde pousse, je pense. Ça m'étonnerait que la GR ne soit pas masculine un jour. C'est juste qu'il faut savoir à quel moment ça va le devenir. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qu'on peut voir dans cet extrait, et il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler avec les élèves. On peut aussi travailler sur la forme de ce reportage, sur l'angle qui est abordé. Donc les angles, c'est pareil. Je vous invite à regarder. On a développé longuement ce que c'était qu'un angle dans le dernier webinaire. Donc, je vous invite à aller regarder pour bien comprendre ce dont on parle. Là, on est vraiment sur un angle sur le vécu, recueillir le ressenti, les émotions de cette personne-là. C'est un peu la spécialité de ce média, Combini, qui est un média d'infotainment français, qui passe par le storytelling pour raconter des témoignages et des histoires un peu extraordinaires de personnes. Et donc là, ça permet de pouvoir parler de ce problème, de ce que ça implique, le fait que la GR n'ait pas de fédération internationale masculine, du fait qu'un homme ne puisse pas être athlète de haut niveau, que donc il ne peut pas en vivre, donc il doit travailler à côté, donc il ne peut pas s'entraîner autant que les femmes, et donc il ne peut pas atteindre le même niveau d'exigence en travaillant à côté que en pouvant s'entraîner 25 ou 35 heures par semaine. Et on rencontre exactement la même chose, par exemple, dans le football. Tant que ce n'est pas professionnalisé pour les femmes et qu'elles ne peuvent pas en vivre, qu'elles sont obligées de faire autre chose à côté, elles ne peuvent pas atteindre le même niveau que les hommes. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en évidence avec les élèves. Et ensuite, on peut avoir donc des prolongements avec les élèves. On peut leur faire des recherches documentaires pour essayer de travailler sur la gymnastique rythmique. Depuis quand est-ce que ce sport existe? Depuis quand est-ce que c'est inscrit pour les femmes au JO? Est-ce qu'il y a d'autres sports non mixtes réservés aux femmes ou réservés aux hommes dans les fédérations internationales? Est-ce qu'il existe des pays dans lesquels la gymnastique rythmique est mixte? Donc tout ça, ça peut faire partie de questions qu'on peut se poser avec les élèves, et on peut faire un petit bilan avec les élèves, essayer de remettre en question la représentation des hommes et des femmes dans le sport, essayer de comprendre le rôle que jouent les médias dans ces représentations genrées, analyser un média à partir des 5 W et trouver l'angle du sujet. Ça, on est sur des compétences EMI. Donc là, on peut mixer les compétences éducation aux médias et les compétences en égalité filles-garçons. Et les élèves peuvent ensuite prendre modèle de ce reportage pour créer leur propre reportage, pour créer un portrait, aller rencontrer un sportif ou une sportive de haut niveau, ou n'importe quel professionnel ou membre d'une association ou personnalité qui pourrait les questionner, qui pourrait questionner ces questions de genre, et construire leur reportage en prenant un modèle sur la façon dont ils auront déconstruit et analysé ce reportage-là.
Voilà, donc on vous a présenté 2 exemples de séquences pédagogiques. Évidemment, vous retrouverez tous les liens et les références dans ce PowerPoint qu'on enverra à Marie et qui pourra vous le diffuser. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour regarder des extraits des productions lauréates. Donc, une en lycée en 2025, de l'édition 2025, et une en collège de l'édition 2024, pour que vous puissiez voir à peu près ce que nos élèves en France produisent dans le cadre du concours Zéro Cliché. Ouais, alors je précise juste que c'est des extraits, que c'est pas la production en entier. Oui. Les productions elles sont disponibles sur la page du concours, sur la page française du Clémy. Et on a proposé une version lycée, même si c'est que des collégiens, parce que le format proposé peut tout à fait être fait par des collégiens également. Voilà, je vous laisse découvrir la production. Ada Lovelace est la première femme codeuse de l'histoire. Elle est principalement connue pour avoir conçu et décrit le premier programme informatique publié lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. Son travail lui a permis d'être largement considérée comme la première développeuse informatique de l'histoire. Elle envisage la création d'une machine universelle programmable capable de manipuler des nombres, des lettres et des symboles, au-delà du calcul numérique. Grace Hopper est l'inventrice du langage COBOL et pionnière en programmation. En 1959, elle crée le langage COBOL, et elle est aussi à l'origine du terme bug. Elle reçoit une médaille nationale de la technologie en 1991. COBOL est un langage de programmation créé en 1959. Son nom est l'acronyme de Common Business Oriented Language, qui révèle sa vocation originelle, être un langage commun pour la programmation d'applications de gestion. Aujourd'hui, il est surtout utilisé dans le secteur de la banque, des assurances et des grandes administrations. Alice Recoq est une pionnière de l'informatique industrielle et de l'IA. Elle s'est notamment illustrée dans le domaine de l'architecture des ordinateurs. En 1959, elle participe au développement du mini-ordinateur CAB 500, puis devient chef de projet pour la conception et l'industrialisation du mini-ordinateur Mitra 15, avant de passer à des recherches sur l'architecture parallèle, et elle dirige un groupe français de recherche sur l'intelligence artificielle. Elle a également travaillé dans les projets de contrôle et de sécurité nucléaire. Grâce à leur découverte, ces 3 femmes ont démontré que leur place dans ces métiers est tout aussi méritée que celle des hommes. Cependant, les stéréotypes ont rendu invisibles leurs exploits, ce qui montre que le combat contre les discriminations n'est pas terminé. J'aime bien cette production parce qu'elle est assez efficace avec finalement peu de moyens techniques. Et c'est aussi pour vous montrer que si vous n'avez pas du matériel audiovisuel au top niveau, vous pouvez quand même faire des choses à vos élèves. Là, c'est certainement filmé avec un téléphone. C'est juste le tableau blanc et finalement les ustensiles qu'ils ont dans leur établissement pour produire une vidéo d'information un peu type réseaux sociaux. Et un gros travail de montage. Oui, il y a un gros travail de montage quand même. Et on passe tout de suite la deuxième production qui, vous allez voir, est un format tout à fait différent. L'égalité sur le terrain ne semble pas encore gagnée, mais une graine a été plantée. Les règles ont commencé à changer. Désormais, le mercredi, pour jouer au foot, les garçons doivent créer des équipes mixtes pour une règle. Un garçon égale une fille sur le terrain. Cette journée, toute sur le terrain, a été ouverte au débat au sein du collège. Un nouveau problème sportif a été mis en lumière, l'accès au baby-foot. Bonjour Charlotte. Bonjour. Quels sont les problèmes au baby-foot ? Les filles ne peuvent pas jouer parce que les garçons s'occupent beaucoup trop de place. La plupart des fois où on joue, il y a 3 garçons et une seule fille. À chaque fois qu'on veut essayer de jouer, ça sonne et on fait des parties en 5 points. Ah oui, c'est vraiment pas sympa. Ouais. En mars, un nouveau baby-foot a été inauguré dans le foyer du collège. Il a été offert par l'un des parents d'élèves pour répondre au problème d'accès au baby-foot pour les filles. Il est inauguré aujourd'hui avec les élèves du club et les membres du FSE. Bonjour Mélinda. Bonjour. À quelles conditions peut-on utiliser le nouveau baby-foot ? En fait, avant on n'avait pas le droit de jouer à celui-là, à l'autre, et maintenant on en a acheté un autre, donc faut être une fille au final. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce que c'est mieux depuis qu'il y a le nouveau baby-foot ? Oui, les filles arrivent mieux à jouer au baby-foot. Quels
qu'est-ce que tu penses du nouveau baby-foot? Alors moi je trouve que ça fait pas spécialement avancer l'égalité filles-garçons parce qu'il y a un baby-foot qui est dédié aux filles et un pour les garçons, donc ça nous sépare en... c'est pas mixte, ça nous sépare en deux groupes, donc c'est pas tout à fait mixte. Avec tout sur le terrain et ce nouveau baby-foot, l'égalité filles-garçons dans le sport au collège n'existe pas encore. Mais elle est enfin le sujet d'intenses discussions. C'est un premier pas pour ce tout jeune club créé il y a seulement 6 mois. Voilà, donc cette production, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est vraiment des élèves qui ont créé d'abord un club égalité et qui ont voulu agir à leur échelle, au sein de leur établissement, en proposant des choses et ils l'ont documenté en faisant une production derrière. Donc voilà, c'était aussi pour vous donner des idées de ce qui peut être fait avec vos élèves. Et on voulait conclure assez rapidement. Alors, Pauline, tu vas peut-être reprendre la main sur les ressources pédagogiques que vous pouvez encore trouver pour vous aider pour proposer des séances complémentaires. Donc, quand vous récupérerez le PowerPoint de cette présentation, vous verrez que tous les liens bleus sont cliquables et chacun renvoie ici à une fiche pédagogique qui a été publiée dans ce livret EMI Sport et Égalité, qui est donc un dossier pédagogique dans lequel vous avez des idées de séquences et pour le premier degré, donc chez nous, les écoles maternelles et primaires, et pour les collèges et lycées, le second degré. C'est de là qu'est tirée la fiche que je vous ai présentée sur la gymnastique rythmique, mais vous en avez plein d'autres qui peuvent vous aider à vous donner des idées pour pouvoir mener des séances avec vos élèves et les amener vers la production médiatique sur ces questions-là. On a aussi proposé un cycle de webinaires en début d'année qui est disponible en replay sur le site du Clémy, donc qui s'appelle Les invités du Clémy, et c'était donc un cycle orienté EMI et stéréotypes, dans lequel nous avons reçu tout d'abord Sophie Géel, qui est professeure des universités, qui nous a proposé une conférence sur les stéréotypes de genre, quel rôle jouent les plateformes numériques dans la définition des stéréotypes de genre et dans le renforcement de ces stéréotypes. On a reçu ensuite Lénaïque Bredou, qui est journaliste et éditorialiste dans un journal qui s'appelle Mediapart, un journal en ligne français, et qui est spécialiste des questions de genre et du traitement des questions de genre et de comment le fait du traitement médiatique, le choix des mots peut influencer sur la perception de ces questions dans la société. Et on a reçu ensuite un Sarah Viseux, qui est professeur documentaliste et qui a mené 2 projets médiatiques avec ses élèves, d'abord en collège puis en lycée, en leur faisant produire des médias féministes. Et donc, elle nous explique sa démarche, pourquoi elle l'a fait, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, c'est un vrai retour réflexif sur des pratiques de classe. Et elle fait participer ses élèves au concours. Donc, c'est vraiment très riche pour vous nourrir. Ah oui, peut-être, pardon. C'est possible qu'elle ait déjà. Ensuite, on a ce livret pédagogique Chouette pas chouette, qui est en fait un livret alors plutôt orienté premier degré, mais qui peut fonctionner avec des élèves de 11-12 ans encore. Donc, qui est adossé à un petit dessin animé, une série en dessin animé de courts épisodes qui s'appelle Chouette pas chouette. Et donc, vous avez possible à récupérer sur le site du Clémy un livret pédagogique qui propose des activités à mener avec les élèves avec ce dessin animé comme support. On peut vous proposer aussi donc les déclics critiques, c'est des ressources qu'on vous présente sur le site du Clémy. Vous avez des pratiques de classe filmées et les documents à utiliser en classe, à télécharger avec. Donc il y en a un sur les stéréotypes sexistes à la télé, ce qu'en pensent les lycéens, et un autre sur comment aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité. Ouais, ça se passe sur les Playmobil, donc c'est vraiment plus si vous avez des jeunes collégiens, peut-être 11 ans, ouais. Voilà. On a aussi au Clémy une série de petites vidéos qui s'appelle Les clés des médias, qui abordent tout un tas de sujets sur l'éducation médias et information. Qu'est-ce que c'est un angle, qu'est-ce que c'est que la hiérarchie de l'information, qu'est-ce que c'est que le travail de journaliste, le métier de reporter d'image, etc. Et il y a un épisode qui dure donc 2 minutes qui s'appelle Les stéréotypes dans les médias, qui peut vous servir par exemple comme vidéo support pour lancer une séance sur les stéréotypes dans les médias. Ça peut lancer une discussion et ça peut permettre de réfléchir et poser des définitions avec les élèves. C'est des petits épisodes qui sont très bien faits, qui peuvent vous accompagner. Et on a aussi, je vous ai mis une sélection de fiches pédagogiques que vous pouvez retrouver sur le site du Clémy. Donc, il y en a une sur comment déconstruire les stéréotypes dans les émissions de télé-réalité et une autre, donc là, c'est un peu plus de niche, c'est-à-dire qu'en France, on a une page pastiche Wikipédia, donc une page sur Wikipédia, mais qui n'est pas sur l'encyclopédie
global qui permet d'aborder les inégalités de traitement. Donc cette page s'appelle Une femme et en fait trace la biographie fictive de cette une femme. Cette femme étant la personne qui est toujours décrite quand on a des articles de presse disant une femme a été nommée à tel poste très important, une femme a fait ci, une femme a fait ça, donc pour dénoncer le fait que quand une femme fait quelque chose d'important, l'information qui va être reprise dans les médias, c'est qu'une femme a fait quelque chose et elle ne sera pas nommée. Alors qu'un homme, on dira monsieur machin ou telle personne a été nommée à tel poste. Mais une femme, l'actualité, c'est que c'est une femme qui le fait. Donc on a toute la biographie de cette femme avec en reprenant tous ces titres de presse voilà, pour dénoncer ce stéréotype qui fait que la première caractéristique de cette personne, c'est pas son nom, c'est le fait qu'elle est une femme. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions énormément de l'avoir suivi. Nous vous invitons à aller regarder le premier si vous ne l'avez pas déjà fait. Et surtout, on vous invite à participer à cette édition brésilienne du concours Zéro Cliché. Flora, je te laisse le mot de la fin. On espère que ça vous a donné envie voilà, de participer au concours et de mener des séances en EMI pour aborder l'égalité filles-garçons. Et comme l'a dit Pauline, n'hésitez pas à aller voir le premier webinaire où on vous donne vraiment plein de clés, plein de choses utiles pour comment faire une vidéo d'information à vos élèves. Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est très complémentaire ces deux webinaires, donc n'hésitez pas à vous saisir de tout ce qu'on a pu essayer de vous apporter, et puis on a hâte de voir les productions de vos élèves. Voilà, donc on enverra notre présentation en PDF à Marie, à l'ambassade. Après, je ne sais pas par quel biais elle vous le fera suivre, mais je pense que vous pourrez réussir à récupérer les présentations. Alors, étant donné qu'il est 19h vendredi soir chez nous en France, peut-être qu'on fera ça que lundi. Je vous garantis pas qu'on le fasse là ce soir, donc peut-être qu'il faudra attendre la semaine prochaine pour les avoir. Mais vous finirez bien par les avoir, c'est promis. Oui, donc je pense que je vous les enverrai par mail. S'il n'est pas trop lourd le fichier, je pense qu'il n'y a pas de souci. On pourra le faire parvenir par mail et on va pouvoir enregistrer, comme on a enregistré le webinaire, il sera disponible également sur YouTube. Donc je vous l'enverrai pareil lundi à tous. Merci beaucoup. Bon Merci appétit beaucoup. et bonne fin de Merci. semaine à vous. Bon week-end. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.